Et si vous découvriez la pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans grâce à un podcast? Avec l'enseigne Cultura, on a créé le podcast Grandir et apprendre avec Montessori qui, à travers une saison de 10 épisodes, présente les principaux matériels Montessori pour réveiller son jeune enfant. À quoi sert le portique? Qu'est-ce que les hochets développent chez les bébés? Je vous explique pas à pas dans chacun de ces épisodes la façon de présenter le matériel aux enfants, la posture de l'adulte, les compétences clés qu'ils viennent développer chez l'enfant et la manière de les intégrer au quotidien de toute la famille. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. L'ensemble de ces matériels de la marque Cultura et Apprendre avec Montessori et Cultura ont été développés par l'enseigne Cultura et validés par moi-même. J'ai participé à chaque étape de développement. Ils sont à retrouver dans les magasins Cultura et en ligne sur le site www.cultura.com. À très vite! Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Vous devez pour beaucoup déjà bien le connaître, puisqu'il s'agit de la voix derrière le grand podcast Histoire de Daron que je suis depuis longtemps. J'ai nommé Fabrice Florent. Fab parle de manière décomplexée de sa paternité, de sa relation avec ses 2 filles adolescentes, de son divorce et de l'éducation qu'il a bénéficiée de la part de ses parents. Si tous ces sujets vous intéressent, je vous invite vivement à aller découvrir ces podcasts comme Histoire de Daron, mais aussi Deuxième vie après le divorce. Bref, il y en a beaucoup. Mais ils sont tous de très très grande qualité. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Fabrice. Salut. Merci de m'accueillir chez toi et d'accepter surtout de passer de l'autre côté du micro. Pour te présenter brièvement, tu es créateur de contenu et notamment de podcasts à succès. Si je ne me trompe pas, il en existe une petite dizaine. Ah ouais, t'as compté, je sais pas moi. Okay. J'ai été comptée, dont le très connu Histoire de Daron, et c'est aussi pour ça que je suis venue ici chez toi. J'aimerais connaître ton histoire de daron, mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous dire brièvement qui tu es? Qui je suis? Alors ça, c'est vraiment une question compliquée. Donc, je m'appelle Fabrice Florent. Dans la vie, je fais donc des podcasts, je produis des podcasts et j'ai cette chance de pouvoir gagner ma vie et de payer mes factures en fait grâce à mes podcasts. Et ça, je me rends compte à quel point c'est une chance en tant qu'indépendant et en tant que producteur de mes propres contenus. Je suis papa également de 2 filles qui sont grandes aujourd'hui et qui sont de plus en plus grandes et qui grandissent à toute vitesse. Et il faut tenir le rythme, qui s'appellent Lina et Kim et qui ont 16 ans et demi et 14 ans et demi. Donc elles vont avoir 17 et 15 là cet été. Qui sont en première et en troisième. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet, l'école aujourd'hui et l'éducation et l'orientation scolaire aussi, notamment pour l'aîné. C'est un vrai truc. Et puis voilà, quoi. J'ai 45 ans et la vie est plutôt belle. Ah, je suis divorcé aussi, j'ai pas dit, mais je suis divorcé de la mère de mes filles depuis 3 ans. Pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer Histoire de Daron ? Alors, en fait, Histoire de Daron vient à la base d'une envie que j'ai depuis un petit moment de parler de paternité. En gros, pendant la première grossesse de mon ex-femme, donc, j'ai écrit un blog qui s'appelait Futur Papa, dans lequel j'ai raconté un peu toute mon expérience de cette grossesse et de ma grossesse, en fait. Et en fait, ce blog, en fait, qui était à la base un blog anonyme, est devenu au fil du temps un projet de livre. Je vous passe les détails, mais en gros, ma femme à l'époque m'a dit si tu écris encore à la moitié de la grossesse, j'aimerais bien que tu ailles le déposer à des éditeurs. Je l'ai fait, en fait, ça a marché. Et moi, je sais pas, je me suis toujours dit qu'il y avait un truc étonnant qui se passait, qui jouait derrière la paternité, qu'il n'y avait pas beaucoup de pères qui prenaient la parole, en tout cas à l'époque. Il y a 17 ans de ça, pas beaucoup de mecs qui racontaient leur vie, qui racontaient ce qui se passait pour eux. Et en 2017,
j'avais un gros coup de mou dans la boîte que j'avais montée depuis déjà 12 ans et plus beaucoup de plaisir. Et en fait, je me souviens très bien que ma psy m'avait dit, mais il faut que tu remplisses ton puits parce que ton puits, il est à sec là maintenant, t'es à sec. Et elles sont où tes zones de plaisir, etc. Et ça me manquait de retrouver un projet sur lequel j'avais la main de A à Z, parce que la boîte était devenue grosse, il y avait plein de salariés. Je m'étais dit, je vais lancer un podcast, c'est facile à produire et ça va me permettre de pouvoir parler avec des pairs et de faire un truc qui m'intéresse et qui me fait plaisir. Et assez rapidement, à la base, je l'ai vraiment fait comme ça en me disant on va voir ce que ça donne, quoi. Et je me suis rendu compte que non seulement ça me faisait plaisir, mais en plus ça marchait bien, ça faisait plaisir aux mecs qui venaient en face de moi, qui venaient parler. Donc voilà, depuis que ça va faire bientôt 6 ans là, cette année. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta paternité, cette découverte-là? La découverte de la paternité. Ouais. Ça a commencé, j'imagine, par la grossesse. Hein. C'était un sacré ride, la grossesse. La première grossesse de ma fille. Mais je crois, comme beaucoup de mecs, ça a d'abord été très, très extérieur à moi. Et en fait, le fait d'écrire ce blog à l'époque m'a un peu obligé, entre guillemets, à regarder ce qui se passait du côté de ma femme à l'époque et de m'intéresser un peu à ce qui se passait en elle et de poser des questions, etc. Et de me prendre un peu plus rapidement conscience, je crois, que peut-être les autres mecs, que ok, j'allais devenir papa et que c'était un vrai... et que ça allait être un truc, quoi. Mais ouais, la vraie prise de conscience, elle vient vraiment de la naissance, quoi, du moment de la rencontre avec ma fille, où je crois vraiment que j'étais submergé par les émotions. Pourtant, j'étais assez préparé, tu vois, j'avais suivi justement j'avais suivi toutes les préparations et tout, j'avais cette chance de pouvoir assister à toutes les préparations. Donc techniquement, j'étais bon, mais alors émotionnellement, j'étais pas du tout prêt. J'ai failli tomber dans les vapes tellement j'étais submergé. En fait, ce fameux cliché du mec qui était sur le point de défaillir alors que sa femme est en train d'accoucher. Ceci dit, j'ai aussi un truc fou, c'est que j'ai entendu les sages-femmes être en train de préparer les ciseaux pour lui faire une épisiotomie, en fait. Et en fait, je me souviens très bien avoir entendu le clic des ciseaux. J'étais à côté d'elle, hein, donc j'étais pas du tout, mais j'entendais ça. Et je me souviens très bien d'avoir entendu le clic des ciseaux et l'avoir entendu hurler plus que ce qu'elle avait mal, en fait. La péridurale marchait plus parce qu'elle l'avait pas activée. Enfin, elle avait un seuil de tolérance à la douleur tellement fort qu'en gros, elle a pas activé sa péridurale pendant tout le travail. Mais elle en avait besoin les 15 dernières minutes et c'était trop tard. Et ouais, je me souviens très bien de ce cri qu'elle a poussé. Et en fait, tu vois, genre 17 ans plus tard, aujourd'hui, j'y repense et c'est toujours là, quoi. J'aimerais bien pouvoir effacer ce cri-là qu'elle a poussé, et ça m'a fait perdre les pédales, en fait. Tu vois, je me suis dit, waouh, elle est en train d'avoir mal à ce point-là, et en fait, moi, je suis à côté, je sers à rien, en fait. Et c'était un peu le sentiment en filigrane que j'ai eu tout au long de la grossesse, tu vois, ce truc d'inutilité en tant que père. Effectivement, tu vois, de me dire, bon, je peux aider, je peux faire des choses, etc. Mais j'ai vraiment eu à un moment donné même un truc fou de, ok, en fait, moi, je peux passer sous un bus, en fait, l'espèce survivra, quoi, tu vois, notre enfant naîtra, alors que elle, s'il lui arrive un truc, d'un point de vue macro, tu vois, de la survie de l'humanité, on est un peu cuit, quoi. Tu vois, et d'ailleurs, je sais pas, j'avais eu cette intuition de me dire, mais sans doute, en fait, que le patriarcat, il vient de là. Alors, c'était il y a longtemps, tu vois, donc je l'ai pas posé pour autant avec ces mots-là et tout, mais il y avait un peu ce truc mais les mecs, à l'époque, qui se sont rendus compte à quel point les femmes avaient ce pouvoir de donner naissance, alors que nous, on est juste des couillons qui ont, effectivement, alors on met la petite graine, tu vois, et puis on sert plus à rien, finalement, tu vois, en tout cas dans le process de faire un héritier, tu vois, j'imagine à l'époque ça devait un peu être ça, quoi. Forcément, ils ont dû se dire, dites donc les bonnes femmes, là, vous allez bien vous calmer, là. Non, tu vois, je sais pas, j'ai eu un peu ce truc, tu vois, de me dire, mais c'est tellement puissant, quoi. Et un peu aussi le sentiment, tu vois, elle va vivre un truc que moi je pourrais jamais vivre, c'est-à-dire que,
Et pour autant, j'avais pas du tout envie d'être à sa place au moment de l'accouchement, quoi. Tu vois, j'étais là très très bien où j'étais, mais il y avait une forme d'accomplissement pour elle en tant qu'être humain, si tu veux, que moi je me dis, jamais j'aurais ça en fait. Qu'est-ce que ça fait de faire sortir quelqu'un de toi, quoi, tu vois. Fou. Ouais, c'est fou. Et t'avais toujours eu envie d'avoir des enfants ? Non, pas du tout. Et en fait, aujourd'hui, je me demande encore si j'avais envie d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce truc fou de... alors bien sûr, c'était des enfants désirés, c'était des enfants voulus, etc. Mais l'un des trucs dont je me rends compte, en fait, c'est que à l'époque, il n'y avait pas du tout de voie alternative. Les seuls gens qui n'avaient pas d'enfants dans mon entourage, c'était mon grand-oncle un peu zinzin qui vit encore chez ses parents, tu vois. Et une tante qui n'avait pas d'enfant et que tout le monde désignait comme la vieille fille, quoi, tu vois, donc qui avait un peu raté sa vie, entre guillemets. Et en fait, bien sûr que on s'est rencontré avec mon ex-femme très tôt, et en fait, on a eu envie d'avoir des enfants. Moi, à la base, j'avais pas envie, hein. C'est plutôt elle qui m'a dit non, mais essaie de regarder. Pour moi, les enfants, à la base, on avait plein d'amis qui avaient des enfants qui étaient un peu plus vieux que nous, et nous, on regardait un peu, quoi, tu vois. Et pour moi, les enfants, c'était juste ok, en fait, vous n'avez plus de vie d'adulte, en fait. Une fois on est parti en vacances quelques fois avec eux. Et d'ailleurs, je comprenais pas ce qu'on venait foutre là, nous, en tant que couple sans enfants, tu vois, dans leurs vacances d'enfants, parce que les enfants prenaient toute la place. Et moi, je voyais ça comme bah, pourquoi vous avez fait ça, en fait. Et en fait, c'est malin parce que, enfin, c'est malin. Elle m'a juste incité à regarder autrement, et en fait, et à dire, mais peut-être essayer de regarder les parents et la façon dont ils agissent, etc. Et je crois que ça m'a un peu... Il y a un truc avec le recul, tu vois, un peu égotique je me suis rendu compte à quel point les parents faisaient pas du tout ce que moi j'aurais fait à leur place. Et je crois que j'avais un peu ce truc de non, mais en fait, moi je vais réussir mieux qu'eux, tu vois. Donc si jamais on en fait, ce qui est vraiment la pire raison pour faire des enfants. C'est clair. Mais ceci dit, aujourd'hui j'aime mes filles, tu vois, j'aime mes filles de tout mon cœur, et elles comptent plus que tout pour moi, si tu veux. Mais tu vois, avec le recul, je me dis, mais je crois que ce qu'elles me font subir, entre guillemets, à l'adolescence et en tant que parent, je me dis, mais parfois je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça, quoi. On a eu une période un peu dure avec ma deuxième, là, pendant toute l'année passée, où d'abord elle m'a dit qu'elle voulait plus venir me voir parce qu'aujourd'hui on est séparés. On se voit pas beaucoup en plus, tu vois, on se voit un week-end sur deux. Et ça me manque clairement fondamentalement. Je sens pendant les vacances que c'est un vrai truc que j'adore, tu vois, d'être dans le quotidien avec elle, etc. Mais l'année passée, vraiment, elle m'a ghosté pendant 1 mois et demi. Elle répondait plus à mes messages. Elle répondait pas à mes appels. Elle m'a dit non, je viens pas te voir et tout. Moi, je respectais, hein, tu vois. J'étais là, bah ok, en fait. En même temps, t'es grande, tu vois. Donc, et puis sa mère disait, bah, on fait un peu comme elle veut aussi, quoi. Je comprends qu'elle avait... Tant qu'elle n'était pas en mode, non, mais il faut vraiment que tu te casses parce qu'en fait, moi, j'ai envie d'avoir mon week-end tout seul. Bah, je pouvais pas non plus l'obliger à venir. Et en fait, je me suis dit, mais à qui dans ma vie aujourd'hui je laisserais la possibilité de ne pas me répondre et de m'envoyer bouler comme ça pendant 1 mois et demi? Bah, personne, sauf elle. Et ça, c'est ouf, hein. Et émotionnellement, ça m'a fait vivre plein de trucs qui n'ont pas été très très simples pour moi à gérer parce que ça m'a ramené à plein de blessures que j'avais et tout. Donc c'est bien parce qu'elle m'a fait bosser, mais c'était pas très très simple. Et ça va mieux aujourd'hui ? Ça va mieux, c'est-à-dire que je crois que le truc qu'on a réussi à faire, c'est à pas casser la relation, à pas l'abîmer, où tu vois, elle a fini par aller en thérapie, etc., avec une psy qui, je crois, lui a un peu offert la possibilité de venir me parler, donc ça, parce que moi je ne demandais que ça, et elle se fermait. Et si bien que cet été, elle a fini par me dire, non mais tu comprends pas, j'ai pas envie d'être en vacances avec toi là, je préférais pas être là avec toi. J'ai fait, ok, bah, le travail chez la psy fonctionne, c'est cool. Après tu le prends à la gueule, elle fait, ok, ouais. Mais au moins, tu vois, tu sentais qu'il y avait un truc qui se déverrouillait. Reprend. Exactement. Donc ça va mieux, et petit à petit, tu vois, mais ça prend du temps, et elle est en colère contre moi sur plein de trucs. Elle m'a pas encore sorti 3%, quoi, si tu veux. Donc j'attends, je sais que ça viendra, quoi. Ouais. Et comment tu vis justement l'éducation d'adolescente ? Écoute,
c'est plutôt comment je le vis, je crois, par rapport dans le couple parental. Parce qu'en fait, pour moi, c'est plutôt ça le truc. C'est la façon dont on fonctionne, donc leur mère et moi, où aujourd'hui, en plus, comme on est séparés, on vit plus ensemble, et en fait, on s'influence plus d'une manière ou d'une autre. On a fait une thérapie de coparents pendant toute l'année dernière, là, qui nous a beaucoup aidés. Parce que moi j'avais un mal fou à retrouver ma place de père et elle, comme elle passe beaucoup de temps avec elle, moi je les retrouve le week-end. Il fallait que je trouve un petit peu ma place, c'était pas évident du tout. Et donc à ma demande on a fini par faire cette thérapie de coparents. Elle avait pas du tout envie, elle à la base ça l'intéressait pas vraiment. Mais c'est cool, elle a joué le jeu. Et en fait, l'un des trucs qu'on a réussi à faire, c'est à se caler un rendez-vous par semaine téléphonique tous les vendredis matins à 8h. Donc là, tu vois, tout à l'heure, tu es venu. On est vendredi matin là, à 8h, on avait notre rendez-vous téléphonique pour mettre à plat des trucs. Il y a des semaines où il se passe rien, d'autres semaines où il y a des plus gros sujets, etc. Et en fait, j'apprends aussi, moi, à composer avec la personnalité de leur mère, qui aujourd'hui est en train de se révéler de plus en plus parce que je crois qu'on est un peu aussi en train de se libérer chacun de l'influence qu'on pouvait avoir l'un sur l'autre. On s'est connus très tôt, on était au lycée, donc on a grandi, on s'est construit ensemble, etc. Mais c'est vrai que j'apprends petit à petit à composer avec ça, et avec elle, et avec ce cadre un peu plus large qu'elle leur offre. Là où moi, j'ai plutôt tendance à dire non, moi je veux un cadre plus serré, avec de la liberté à l'intérieur, bien sûr, et plein de liberté. Mais en tout cas, de venir dire exactement quelles sont mes limites d'entrée. Là où elle a plutôt tendance à dire non, mais je la laisse chercher, etc. Et en fait, après, je mettrai le cadre. Je suis elle risque d'être déçue, en fait, parce que si tu leur dis non, mais tu peux faire tout ce que tu veux, mais en fait, à la fin, moi, je te dirais c'est ça qui est important pour moi. Mais bon, ça c'est son problème à elle, ça viendra au moment voulu, quoi. Et tu as abordé le sujet de l'orientation scolaire. On sait que c'est un gros sujet aujourd'hui pour les ados, mais aussi pour les parents qui accompagnent ces jeunes qui vivent quand même pour beaucoup un grand questionnement autour du sens et une remise en question un peu sur les parcours tout tracés qu'on a souvent vendus à ces jeunes. Comment toi tu te places par rapport à ça et à tes filles ? Déjà, c'est très compliqué parce que entre les différentes réformes, il faut vraiment se mettre à jour parce que le bac que vous avez pu connaître, alors moi j'ai été le premier à passer à l'époque le bac S, ES ou L. Donc déjà, alors mes parents n'avaient pas passé le bac. Donc si tu veux, pour eux c'était simple, hein, c'était juste une découverte, ils m'ont plutôt laissé faire. Là où moi je pars du principe que aujourd'hui je sais des trucs que je peux peut-être leur transmettre, et plutôt que de leur laisser faire, je peux aussi les orienter par rapport à ce qu'elles ont envie, ce qu'elles veulent, leur filer des outils en tout cas. Et donc déjà, il faut se mettre au courant, il faut chercher à comprendre. Et puis, et en fait, pour moi, typiquement, j'ai vraiment ce truc où, tu vois, par exemple, l'aînée, elle a peur des concours. Donc en fait, je comprends, ça fait peur les concours. Donc en fait, elle préfère se dire, non, mais moi, je vais aller vers la voie la plus simple qui serait, par exemple, une école privée où papa et maman, ils paieraient cash, quoi. Et moi, je lui dis, non, on va pas faire ça déjà parce que, j'ai pas envie de foutre l'équivalent de, je sais pas, 60 000 balles dans une école. Là où tu es brillante et tu réussis à l'école, et en fait, peut-être tu peux aller d'abord te frotter au concours. Et puis lui faire prendre un peu conscience de l'intérêt que ça peut avoir de passer un concours, de se retrouver avec des gens qui ont passé des concours, d'avoir une forme d'émulation, etc. Mais ça c'est là où, tu vois, je l'ai prise par la main et je lui ai dit non mais viens, on va aller ensemble, on va aller voir parce qu'elle veut faire de la com. Donc c'est cool parce que pour moi c'est assez simple parce que c'est un truc que je maîtrise. Et je lui ai dit mais viens, on va au CELSA par exemple, donc qui est l'une des, alors certes c'est une filière publique mais c'est un peu une idée de grande école, etc. Ça marche plutôt bien en plus. Donc le week-end dernier. Je lui ai dit, viens, on y va ensemble. Elle m'a dit, non, je vais rester à Lille. C'était censé être son week-end à Lille, etc. Je lui ai dit, non, tu vas venir. En fait. Tu vas vraiment venir et on va y aller ensemble et tu vas voir. Et en fait, bien sûr, à la fin du week-end, elle m'a dit, mais merci de m'avoir obligé, en fait, parce que elle voulait suivre, je sais pas, les trucs en direct, sur le web, les conférences retransmises. Je lui ai dit, non, viens, on va voir des étudiants. On va voir des étudiantes, des étudiants, on va parler avec eux. Et elle était l'une des seules... Elle est en première, donc elle était l'une des seules lycéennes, j'imagine, pendant toute la journée à venir.
Mais c'était cool parce que ça lui a montré un petit peu. Et je crois que c'est vraiment ce truc entre... c'est vraiment compliqué parce que justement avec mon ex, tu vois, on a des valeurs communes, je crois, tu vois, autour du travail, etc. Et en fait, c'est ouf parce que j'ai du mal à comprendre là où elle veut l'amener, moi de mon côté, donc j'essaie de comprendre. Et d'un autre côté, bah, moi j'ai aussi envie de lui dire, bah, moi en tant que père, c'est là que j'ai envie de t'amener. Ou en tout cas, pas forcément, tiens, t'es obligé de faire de la com, mais plutôt viens, va plutôt te frotter à des concours. Et tu vois, si elle voulait faire, je sais pas, du droit ou je sais pas quoi, c'est quoi la filière d'excellence, quoi, tu vois. Essaie d'au moins aller taper le plus fort pour voir un petit peu comment tu te situes. Et ça, c'est pas évident, quoi. Euphémisme. Et on nous le dit pas, en fait. C'est ça pour moi aussi le vrai truc, c'est que on nous raconte pas en tant que parents à quel point, et on nous prépare pas, je crois, en tant que parents à quel point c'est compliqué d'accompagner ces ados et de la meilleure façon possible en leur filant un cadre et en leur offrant de la liberté justement. C'est un vrai changement et ça va à toute vitesse entre cette période où ils sont tout petits et, et où bah, ils ont besoin de nous, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, etc. Là où aujourd'hui, bah, clairement, on peut les laisser une semaine dans un endroit, elles vont réussir à survivre avec un peu de fric, etc. Elles réussiront à se faire à bouffer, elles réussiront à vivre, mais elles ont quand même besoin, donc tu as un peu l'impression qu'elles ont une forme d'autonomie, mais elles ont quand même besoin d'un cadre, et ça, je crois que c'est vraiment pas évident Non, c'est pas de évident. le trouver, quoi. Et surtout de garder le dialogue et la communication, parce que malheureusement, quand ça s'est rompu, c'est compliqué aussi avec des ados. Exactement. Et je vois exactement comment tu peux monter sur tes grands chevaux et venir dire non mais en fait c'est comme ça et c'est pas autrement et tu vas me respecter et nani et nana parce que mes parents m'ont élevé aussi dans ce cadre-là. Euh, et c'est vachement dur de se dire non mais ok, qu'est-ce que ça vient faire chier chez moi que ma gamine elle me réponde pas pendant 1 mois et demi. Comment ça se fait que quand je me positionne de cette façon-là, ça l'amène à agir de cette façon-là, et en fait de se rendre compte petit à petit, mais ça pour ça, je suis passé par de la thérapie, des coachings, etc. Enfin, c'est très drôle parce que j'ai fait un coaching l'année passée justement par rapport à cette histoire de place, et à la base je m'étais juste dit ok je voudrais retrouver, justement tu vois, divorce, j'ai vendu ma boîte, donc vraiment la période est un peu instable. Et j'avais tout un coaching autour de j'aimerais bien retrouver ma place, et dedans il y avait ma place de père. Et c'était hyper intéressant de voir à quel point euh, je, je crée des boucles auto-validantes, tu vois, où j'étais convaincu que bah, comme j'ai pas ma place dans la famille, au sein de la famille, avec mes 3 filles, mes 3 femmes, pardon, je me suis toujours senti un peu à l'écart, si tu veux. Pour plein de bonnes raisons, et des raisons que j'ai moi-même mises en place aussi. Hein. Je suis pas en train de dire ouin ouin, je me suis... non, non. J'ai bien travaillé aussi pour bien être à l'écart aussi à un moment donné. Et aujourd'hui que j'ai envie de rentrer dedans, comment tu fais pour le faire? Et surtout, à quel point ça peut remettre une forme d'équilibre aussi. Et je vois très bien que les filles, elles ont besoin de cet équilibre, tu vois, d'avoir euh, le point de vue de leur mère et la position de leur mère qui est, comme je disais, un peu plus large et un peu plus... ok, bah va chercher toi-même. Et là où moi j'arrive avec un cadre, alors certes avec beaucoup de liberté, mais un cadre plus restreint, bah ça les équilibre. Et je suis très heureux d'avoir fait ce taf. Mais effectivement, de me rendre compte que en fait, tout vient de moi, ça, c'est pas forcément très simple, quoi. Et puis bah, mes propres parents n'ont pas fait ça, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, je crois qu'ils le font toujours pas, et je crois qu'ils comprennent petit à petit que par rapport, en miroir, je crois que ça peut aussi, ils peuvent aussi se rendre compte que en changeant eux, bah, ça amène à changer la relation, Bien quoi. sûr. J'allais te demander justement comment toi, tu as perçu l'éducation que tu voulais donner à tes filles par rapport à celle que tu as vécue avec tes parents. Est-ce que c'est une éducation très différente? Est-ce que tu t'es posé sur ce qu'on t'avait partagé et tu t'es dit je veux absolument que ce soit ça, je veux pas du tout que ce soit ça? Ou est-ce que au contraire, voilà, tu as été dans une reproduction du modèle de ce qu'on t'avait transmis? Comment tu as vécu ces deux types d'éducation? Bah, j'ai eu des parents qui ont été éduqués vraiment à l'ancienne, à base de, de, de violence physique en fait, tu vois, et psychologique en plus. Mais ça, tu t'en rends compte petit à petit quand tu grandis, quand tu finis par te rendre compte de la façon dont tes propres parents ont été élevés, à quel point, je me rends compte à quel point ils ont
enlever certains aspects de cette violence, etc., mais garder aussi un peu de violence. Moi, ma mère, elle nous coursait avec un martinet, hein, et j'ai 45 ans, donc parce que elle, c'était sa façon à elle de régler le truc, et surtout, on était 3 enfants, elle était mère au foyer, euh, on avait genre 1 an et demi d'écart avec mon frère, on a dû être insupportable, bien sûr. Et donc ma daronne, elle nous coursait après, quoi. Et, euh, et tu vois, mes parents n'ont pas forcément été élevés dans beaucoup d'amour, donc c'est dur. Je me rends compte aujourd'hui à quel point, par rapport à leurs propres parents, ils ont fait un bond en avant énorme, en fait. Mais quand tu te rends compte des casseroles que ils nous ont quand même refilées, quoi, tu vois, bien sûr. L'autre jour, j'appelais mon ex et je lui disais, je suis tellement heureux parce que j'ai la sensation qu'on a vraiment mis de côté la violence psychologique, la violence, la violence physique, mais aussi une forme de violence psychologique, de venir les rabaisser, etc. C'était plutôt la façon que ma mère avait de m'aimer aussi, tu vois, que mes parents avaient de m'aimer. Mon père un peu moins, mais mon père dit pas grand-chose. Ça en dit long aussi sur ma propre place de père, n'est-ce pas? Euh, mais, euh, mais ouais, tu vois, on a à la fois eu beaucoup d'amour et aussi beaucoup de trucs moins cool, quoi. Et aujourd'hui, de réussir à faire le tri par rapport à ça, c'est vraiment euh, essentiel. Ça a été essentiel pour moi. Mais tu vois, par exemple, sur l'orientation, mes parents, eux, ils n'ont pas eu le bac. Donc, ils m'ont laissé faire. Ils m'ont laissé prendre mes propres décisions. Ils avaient... En plus, c'était cool parce que tu vois, ils m'ont juste dit, fais du mieux que tu peux. Et ils viennent du Nord, tu vois. Donc, mon grand-père, il était ouvrier textile. Mon arrière-grand-père, genre ouvrier dans les mines, si tu veux. Donc, il y a vraiment ce truc de dur au mal et de dur au travail que je crois que j'ai envie de reproduire, de refiler à mes filles. Mais en essayant aussi de tempérer tout ça et de leur dire c'est important aussi de vivre. Je crois que pendant très longtemps, je me suis flingué au boulot, moi, et d'essayer d'apporter ça, tu vois, d'apporter à la fois des valeurs très fortes de boulot, mais en même temps de venir leur dire non, mais tu peux aussi, te tue pas à la tâche, quoi, tu vois. Mais c'est dur à trouver, c'est un équilibre très très dur parce que moi-même, je montre pas l'exemple, je m'en rends compte. Un peu plus là ces dernières années, mais en tout cas pendant toute leur petite enfance, j'étais pas trop présent à cause du boulot, tu vois. Enfin, leur petite enfance. En gros, j'ai été plutôt très très présent entre leurs 0 et leurs 5 ans, et après je suis parti vivre et travailler à Paris. Donc là, j'étais beaucoup moins présent. Mais ouais, tu vois, il y a un équilibre qui est compliqué à trouver, et surtout pour moi, le vrai truc, c'est de faire. C'est-à-dire que ça sert à rien de leur dire des trucs si tu les fais pas et si tu les mets pas en action. Vraiment. Tu vois, là, je leur râle dessus par rapport à leur téléphone, mais je vois très bien à quel point j'ai un vrai problème, moi, d'addiction par rapport au tel, quoi, tu vois. Donc, d'abord, régler ma propre addiction avant de venir les faire chier. Alors après, j'essaie de limiter, tu vois. Je leur dis, OK, le téléphone, ça marche, mais va pas bouffer du TikTok pendant des heures. Ça, pour le coup, moi, je bouffe pas du TikTok. Donc, d'essayer de leur montrer aussi des aspects du téléphone qui soient cool, qui soient productifs, entre guillemets, où tu peux aller lire, où tu peux essayer de te renseigner, quoi. Ça me fait penser à ce très bel épisode où j'ai interviewé André Stern, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, Ah, André. qui disait nos enfants deviennent comme nous les voyons et ils deviennent comme ils nous voient. C'est terrible. Voilà, c'est terrible, Mais ça met une grosse pression. C'est terrible parce que tu peux rien faire. Et en même temps, non, c'est hyper libérateur. Parce que ça veut juste te dire, deviens la personne que tu as envie que tes enfants soient. C'est ça. Et si tu le vois comme ça, en fait, tu te dis juste, en fait, je vais faire du mieux que je peux. Ouais. Et ça, enfin, tu vois, moi, je le vois plutôt comme un truc qui permet de s'enlever de la pression et juste de se dire, essaie de vivre le mieux possible par rapport et d'être le plus heureux possible. Et en fait, tes enfants seront heureux, quoi. Ouais, c'est ça. Ne pas s'oublier. J'aimerais bien aussi qu'on reparle rapidement de ton divorce. Est-ce que tu l'as vécu comme un échec vis-à-vis de tes filles ? Pas du tout. Pas du tout. Et je ne l'ai pas vécu comme un échec d'une manière générale, en fait. Parce que pour moi, c'était plutôt un truc très positif. Et on s'est quitté plutôt pas trop mal, tu vois. Alors certes, il y a eu plein de choses à gérer après, à restabiliser, etc. Et je suis même pas sûr que ce soit encore très stabilisé, mais plutôt dans le couple de coparents, là, pour le coup. Mais tu vois, vraiment d'avoir ce truc de se dire, ok, on a vécu 25 ans ensemble de notre vie, soit
beaucoup plus que la moitié de ce qu'on a vécu sur la planète, quoi, tu vois, d'une manière générale. Et en fait, il était temps de tourner cette page. Je crois qu'on n'avait pas anticipé déjà le Covid qui nous est tombé dessus genre quelques mois plus tard, qui moi m'a vraiment... Enfin, j'ai pas vu mes filles pendant 8 semaines en fait. Parce qu'on avait peur tu vois, de leur faire l'aller-retour, etc. C'était vraiment compliqué. Et je crois que sur le moment, je mesurais pas à quel point ça allait distendre la relation et ça allait l'abîmer. Et d'un autre côté, mon ex m'avait proposé d'aller vivre avec elle à Lille pendant le confinement. Mais quand j'ai vu comment elle gérait le confinement, je me suis dit non, quoi qu'il arrive, on se serait séparés pendant le confinement en fait, parce que vraiment, elle avait besoin de remplir le vide en fait. Et moi, au contraire, j'avais besoin de m'arrêter, de poser le pied. Mais tu vois, par exemple, j'ai essayé de les appeler genre 3 fois par semaine, tu vois, en visio, mais elles s'en foutaient, elles n'avaient rien à foutre, elles avaient leur vie et tout. Et ça a été très très compliqué de retrouver une forme d'équilibre après. Mon aînée avait genre 13 ans, elle était dans l'âge hardcore, quoi. Et puis là, tu vois, elle commence à me sortir des trucs aujourd'hui où c'est beaucoup plus apaisé entre nous. Elle me dit non, je t'en voulais, moi. Elle cherchait à tout prix un bouc émissaire à tout ça. Et surtout, c'est marrant parce qu'à l'époque, elle nous a dit mais pourquoi vous détestez pas? Parce qu'on s'est quitté plutôt en bons termes, tu vois. Mais pourquoi vous détestez pas? Parce qu'en fait, on a vécu ce moment-là ensemble et en fait, on fait ça comme un accord. Et je crois qu'elle comprenait pas pourquoi on restait pas ensemble si on se détestait pas. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le recul, elle a vu ses copains et ses copines dont les parents ont divorcé entre-temps, le confinement est passé par là, etc. Et elle voit les darons qui se détestent et qui s'insupportent et que ses copains sont au milieu, ses copains, ses copines. Et elle dit non, en fait, en vrai, c'est cool que vous entendiez bien et qu'on n'ait pas à subir ça. J'ai fait un podcast avec Maï sur Maïua sur notre vie après le divorce. Et j'ai reçu tellement de messages spontanés de gens qui disaient à quel point ça leur avait fait du bien parce que c'est cool que tu poses la question parce qu'on n'en parle pas du tout de la façon dont le divorce se passe. Alors, il y a des podcasts et il y a plein d'infos techniques avec les avocats, etc. Mais émotionnellement, comment ça se passe et à quel point ça te bouscule, il n'y a pas grand-chose, voire même rien, je crois. Et on a reçu beaucoup de messages et j'aimerais bien, j'essaie d'essayer de capter Maï pour faire une sorte d'update, tu vois, 1 an et quelques après, pour expliquer un petit peu comment ça a évolué. Mais non, pas du tout un échec pour répondre à ta question. Au contraire, pour moi, moi, j'étais malheureux, vraiment, dans la relation, et je crois qu'elle le devenait de plus en plus. Je me rendais pas compte que j'étais malheureux à l'époque, mais je me rends compte aussi à quel point aujourd'hui j'ai retrouvé quelqu'un avec qui ça se passe super bien. Et ma fille aînée me disait mais moi je suis trop heureux de te voir heureux et ça me fait un plaisir fou en fait. Et c'est cool aussi pour elle de voir que la fin d'un couple n'est pas la fin de la vie, quoi, et que tu peux réinventer autre chose après, etc. Notre aînée là qui est un peu en train d'expérimenter ses premières histoires amoureuses, etc. Je crois que ça l'aide beaucoup, tu vois, parce que elle a plutôt eu des histoires foireuses jusque-là, où elle était avec des gens pas très cool. Mais bon, c'est son chemin à elle, quoi, tu vois, elle apprend. Oui. Ça aussi, on nous apprend pas. Comment tu fais pour accompagner ton gamin qui tombe dans des relations vraiment pas cool. J'imagine, ça doit être trop dur. Bon, on arrive déjà à la fin, j'aimerais quand même bien revenir sur tous ces darons que tu as interviewés et j'aimerais bien que tu nous partages la vision que tu as aujourd'hui du rôle du père. Est-ce que tu as l'impression qu'elle a profondément changé à travers le temps? On parlait en off aussi des questionnements que les pères ont. Qu'est-ce que tu as l'impression, toi, qui en ce moment est en train de se passer vis-à-vis des pères? Alors tu vois, je me rends pas bien compte parce que pour moi ça va tellement vite que entre ma génération à moi j'ai 45 ans et je vois les trentenaires là, à quel point ça a bougé à toute vitesse. Mais parce qu'aussi les femmes ont bougé, qu'aujourd'hui en fait elles se laissent plus faire entre guillemets, et surtout elles ont à la fois ce truc de venir partager
la tâche et d'avoir conscience aussi que c'est un truc qui se fait à deux. Moi, je sais que quand j'ai découvert la charge mentale, à peu près 2017, tu vois, 2016-2017, j'avais demandé à mon ex, à l'époque, donc on était encore ensemble, parce que comme en plus je vivais à distance, bah, c'était encore plus simple pour moi, entre guillemets, de tout lui refiler. Et je lui avais dit, mais j'aimerais bien qu'on trouve un système où bah, je peux te filer un coup de main et t'aider, quoi. Mais en fait, c'est très dur parce que déjà, bah, son système lui appartient et qu'en fait, elle l'a créé. Je suis arrivé en disant, non, mais je vais être un poil à gratter, etc. Donc c'était très compliqué. Et en fait, je me rends compte à quel point je ne me suis pas battu pour la charge mentale globale de notre vie tous les deux, alors que je m'étais battu très très fort pour prendre ma place de père dès les tout premiers jours, dès les toutes premières semaines à l'époque, parce que j'avais conscience que de laisser passer ce moment-là, de ne pas directement rentrer dans le sujet, de me dire ok, bah, je veux prendre soin, je veux donner un bain, etc. Et en fait, j'avais eu le malheur de rater tu vois, la formation donner un bain de la sage-femme à l'époque, ou de la puéricultrice, je ne sais plus, à l'hôpital. Et je lui avais demandé de me montrer. Et en fait, elle a mis, je crois, 3 ou 4 jours avant de me montrer, parce qu'elle le faisait systématiquement avant de me dire bon, voilà, maintenant c'est l'heure du bain et tout. Je disais, mais tu l'as déjà fait? Bah oui. Je disais, mais je t'avais dit, vas-y, appelle-moi et tout, comme ça on le fait ensemble. Ok. Bah non, parce que c'était important. Et puis, à un moment donné, je me souviens très bien que bah, les premières fois, j'étais un peu plus gauche, donc tu vois, il fallait que j'apprenne et tout. Et je me souviens très bien qu'elle m'a dit non, mais laisse, je vais le faire. Et je fais non, tu bouges pas. Vraiment, je m'en occupe. Si je m'en occupe pas, je le ferai pas. Et surtout, je me voyais très bien lui dire ok, tu veux jouer à la poupée? Pas de problème, je te laisse jouer à la poupée. Moi, je vais jouer à la Xbox pendant ce temps-là. Et en fait, on va se retomber dans nos rôles genrés à la con, là. Et donc, je me suis vraiment battu à l'époque pour trouver cette place-là, qui était important. Et je crois qu'elle avait un peu cette envie, elle, de. Enfin, tu vois, elle avait un peu aussi ce truc de ok, bah, c'est ma mission en tant que mère de m'occuper de tout. Je m'en suis pas du tout. Tu vois, je me suis pas battu du tout de la même façon pour la charge mentale globale de notre foyer, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les mecs. Alors, soit n'ont pas le choix, parce qu'en fait, leur nana leur dit non, non, mais en fait, toi, tu vas venir participer, soit en ont conscience et le savent, parce qu'en fait, bah, y a des podcasts qui existent, il y a des trucs qui existent, et peut-être que leur nana leur dit non, mais tu vas écouter ça, qu'ils en prennent conscience. Mais c'est sûr que ça incite aussi à rééquilibrer je sais pas, ouais, une forme d'équilibre en fait au sein du foyer, au sein du couple parental. Et moi, je vois pas mal de pères qui sont un peu perdus. En tout cas, ceux qui viennent le plus chercher de l'aide, parce que je crois vraiment qu'ils viennent chercher de l'aide, c'est ceux qui sont conscients qu'ils ont un rôle à jouer dans cette paternité et qu'ils ont un mal fou parce qu'ils ont aussi du mal à trouver leur place de père, mais aussi à la prendre. Et c'est l'un des tout premiers trucs que je leur dis. Et puis je suis moi-même en train de passer par là, alors avec 10 ans d'écart, mais il faut prendre ta place en fait. Si tu attends que ta nana te donne la place, bah, ça marchera pas parce qu'elle a d'autres choses à foutre, elle a d'autres chats à fouetter. Et surtout, elle a sans doute mis en place un système parce que bah, la nature a horreur du vide et que de ce fait-là, bah, tu as laissé une place vide, bah, donc elle l'a prise. Il va peut-être falloir, quand je dis se battre, pour moi, il y a plutôt vas-y, viens, on se pose et on discute ensemble, quoi. Et puis parfois, de venir dire bah non, ça en fait, c'est mon territoire, c'est à moi et je m'en occupe. Et si tu le fais à ma place, bah c'est pas cool. Et je vois beaucoup de pères qui ont du mal à venir s'affirmer comme ça auprès de leur compagne. Mais ça fait aussi partie, je crois, globalement d'un mouvement de s'ils viennent s'imposer, ils ont du mal à. Ils vont se dire ok, bah, je suis pas un mec bien, j'ai pas envie de. Potentiellement, en plus, souvent ces mecs-là ont de la colère en eux et ils ont un mal fou à la regarder en face. Donc, si ça vient titiller trop leur colère et leurs émotions, ils vont peut-être même se montrer potentiellement violents, etc. Ils ont un peu peur de tout ça, un peu peur de leurs émotions, quoi. Mais ouais, c'est une période je peux comprendre que sociétalement, c'est une période déstabilisante pour tout le monde. Et les mecs, il faut prendre sa place, quoi. À ce sujet, est-ce que tu aurais un épisode à recommander sur Histoire de Daron pour tous les pères qui nous écoutent?
tu vois, tu parlais d'André Stern et j'ai eu André dans mon podcast où on a beaucoup parlé de son histoire de père, parce que souvent André il parle plutôt des autres et en tout cas en tant qu'extérieur, et je trouvais ça génial de le faire parler de son histoire de père et de voir un petit peu comment il a progressé lui à travers sa propre histoire et comment il a mis en place aussi ses schémas par rapport à sa propre histoire, sa propre éducation, l'éducation qu'il a reçue. Je trouvais ça assez cool. Eh ben, merci beaucoup Fabrice pour ce beau moment. Merci à de toi. t'être livré et bravo vraiment pour tout ce que tu fais. Merci, ça me touche. T'es une grande source d'inspiration et je suis certaine que les auditeurs qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas encore, vont t'adorer très très rapidement. Trop cool. Merci pour ces beaux mots, c'est chouette. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.